Bonjour à tous. Juste pour savoir un petit peu, est-ce qu'il y a des gens qui sont en dehors de la région de Saint-Hyacinthe, Rive-Sud? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Granby, Bromont? C'est correct. Parfait. C'est bon. Puis le ratio, qui est médecin, qui est en médecine? Ah, il y a beaucoup de médecins, d'accord. Je ne connais pas tout le monde, là, c'est pour ça que... OK. Donc, j'ai fait un petit peu le cancer des voies urinaires. C'est vraiment... Il n'y a aucune, justement, comme déclaration je fais des conférences pour bien des compagnies. J'ai rien à voir avec Sanofi Aventis et j'ai pas eu aucun matériel non plus fourni. Donc, je vous ai pondu tout frais cette présentation-là. On est parti des objectifs qu'on m'avait fournis. Donc, je me suis intéressée à 3 cancers particulièrement. Il y a le cancer du rein, le cancer de la prostate et le cancer de la vessie. Donc, là-dedans, il y en a 2 mauvais, 1 bon. Je vous laisserai, vous saurez à la fin c'est qui, mais juste en passant, j'aimerais bien être un homme. Alors, on va essayer de voir l'évolution de ces cancers-là, savoir leur tour de survie spécifique au cancer, parce que bien souvent, aux étages ou quoi que ce soit, on se fait demander quel est le pronostic de vie pour ce tel patient. Pour nous, c'est très clair. Comme urologue, il va faire juste 1 an ou il va faire 10 ans. Puis, je sentais que c'était quelque chose qui laissait un petit peu à désirer côté connaissance. On va essayer de définir des critères de pronostic et des options thérapeutiques, autant curatives, mais aussi un petit peu palliatives, et aborder les complications dans l'évolution de la maladie et comment on peut justement envisager pour les soulager les complications au fur et à mesure. Je suis jamais venue à la maison Victor-Gadebois. Je sais, ma formation est de Québec, donc il y a quand même la maison, c'est ça, Michel Sarrazin. Je sais comment ça fonctionne, mais peut-être qu'il y a des particularités locales que je connais pas. Donc, j'ai décidé de commencer par le cancer de la vessie. Ça l'affecte 3 hommes pour une femme. Par contre, les femmes décèdent beaucoup plus de cette maladie-là. 90 sont des cancers de cellules urothéliales, donc c'est le revêtement de la vessie. Il y en a d'autres sortes, mais c'est vraiment le revêtement. Quand je dis urothélium, de la vessie, de l'urtère et du bassinet. Mais ça, donc, ça va être un peu dans le même genre quand je vous dis cancer de vessie métastatique. S'il y a un cancer du bassinet métastatique, c'est un peu le même genre de traitement au niveau chimio parce que c'est les mêmes sortes de cellules. Donc, il faut faire la différence, puis il y en a une importante différence entre un cancer de vessie superficiel, maintenant on dit non infiltrant, ou infiltrant. Qu'est-ce que c'est la différence? Le superficiel, c'est dans les premières, donc juste les petites couches de l'urothélium. Il y a genre juste 7 épaisseurs de couches. Après ça, on tombe avec les muscles et tout. Donc, si ça traverse complètement la paroi de la vessie, c'est un cancer infiltrant. C'est ceux-là qui sont méchants, qui sont métastatiques. Les superficiels, c'est des petites boules, c'est des petits corails qu'on voit, nous, quand on fait une cystoscopie, puis qu'on va aller gratter, puis que c'est fini la plupart du temps. Des fois, on donne de la chimiothérapie qu'on dit intravésicale. Donc, c'est qu'on met une sonde. On va donner, il y a quand même quelques agents, mais vous entendez surtout parler du BCG, qui est donc un type de chimiothérapie intravésicale qui ne va pas dans le sang, donc il n'y a pas un petit peu d'effets secondaires locaux, des fois un peu de fièvre ou il fait le moche s'il y a vraiment une importante absorption, mais il n'y en a pas beaucoup d'absorption et c'est quand même juste des symptômes irritatifs bas qu'ils ont juste après leur chimiothérapie. Donc, on dit une chimiothérapie parce que c'est des agents de chimiothérapie qu'on utilise. Puis ça, c'est parce que le cancer de vessie superficielle a tendance à toujours revenir. C'est bien fatigant. C'est pas méchant, mais c'est que c'est fatigant et ça revient. Donc, c'est pour ça qu'on leur fait des cystoscopies régulièrement jusqu'à la fin de leur jour parce que ça revient à l'intérieur de la vessie. Au niveau progression, c'est sûr qu'il y a des facteurs qui font que des fois, ça progresse un peu plus que d'autres, mais je vous dirais qu'il y a une progression de 15 à 30 selon ce qu'on retrouve au niveau d'un cancer superficiel, non infiltrant de la vessie. Donc, ça, c'est ce qu'on fait quand on dit une RTU-TV.
C'est donc RTU, c'est résection transurétrale. On passe par les voies naturelles, les voies urinaires. Et TV, c'est tumeur vésicale versus P qui est prostate. Donc, on fait ça pour un cancer de vessie superficiel. Pour les cancers de vessie infiltrants, on ne le sait pas d'avance, hein, le patient. Moi, je vois une masse dans la vessie. Je ne suis pas capable de savoir si c'est superficiel ou infiltrant. C'est sûr que si j'ai un scan qui est métastatique, on s'entend, sauf que ça me prend quand même une histologie pour faire un diagnostic. Et donc, je vais procéder quand même à une RTU-TV pour faire le diagnostic. Mais ça ne traitera pas le patient parce que ça vient de passer au travers les couches musculaires. Et donc, juste de gratter, ce n'est pas un traitement pour un cancer de vessie infiltrant. Donc, on doit procéder à une cystectomie radicale. La cystectomie radicale, on enlève toute la vessie. Chez l'homme, on enlève aussi la prostate. Donc, les Français ont essayé de garder la prostate pour garder la capacité d'érection, hein? Mais ça récidive assez souvent. Ce n'est pas quelque chose qui a pris de l'ampleur en Amérique du Nord. Donc, on enlève toujours la prostate. On a donc les problèmes d'incontinence, mais aussi des problèmes d'érection. C'est sûr que ça dépend là, quelle catégorie d'âge qu'on parle, mais si on parle de plus vieux, bien, c'est pas grave. Puis si c'est plus jeune, bien, on fait comme une prostatectomie radicale. On peut faire une préservation nerveuse au niveau latéral et donc il peut y avoir encore des érections après aussi une prostatectomie radicale. Chez la femme, on fait une exentation pelvienne antérieure. Ce que ça veut dire, c'est qu'on enlève aussi la vessie, l'urètre complètement. Chez l'homme, des fois, on peut ne pas l'enlever. Il y a des critères que nous, on se fie. Puis, mais la femme, c'est juste 2 cm, hein, l'urètre. Fait qu'on ne peut pas prendre de chance souvent parce qu'il y a une infiltration. Donc, il va y avoir une urétrectomie aussi. On va enlever, il y a toujours les ganglions, mais on va enlever l'utérus, les ovaires et la paroi antérieure vaginale. Donc, ils vont se retrouver avec un plus petit vagin. Par contre, chez des femmes qui sont, on s'entend, beaucoup plus âgées, c'est très rare qu'on va rencontrer des femmes de 50 ans. J'en ai pas vu durant toute ma formation et ma carrière, même si vous me dites que j'ai peut-être une courte carrière. Et j'ai vu des hommes de 48, de 49 et de 50 ans. C'est la fréquence, hein, les hommes plus fréquents. Donc, on enlève vraiment tout. Comment on va après ça reconstruire? Il existe 2 types. Le fameux conduit iléal, donc qui a une stomie, je fais le geste à droite parce que la colostomie est toujours à gauche et on ne sait jamais s'il va en avoir besoin d'une plus tard. Alors, on fait toujours l'urostomie à droite. C'est beaucoup plus simple. C'est donc moins de complications post-opératoires. Et donc, chez les personnes âgées, c'est ce qu'on recommande. Par contre, on peut faire une reconstruction qu'on dit. Ce que ça veut dire, c'est qu'on prend un bout d'intestin qui est de l'iléon à ce moment-là et on fait de la couture et on rebranche sur l'urètre chez l'homme et donc il n'a pas de sac et il va uriner par valsalva, par les voies naturelles comme vous et moi. C'est des chirurgies qui sont extensives, qui sont très importantes au niveau durée d'opération. On parle d'environ facilement 4 heures d'opération et ça va aux soins intensifs par la suite et ça fait des complications assez. C'est pas une petite chirurgie. La RTU-TV, c'est une petite chirurgie. N'importe qui, 90 ans, peut l'avoir. Mais la cystectomie radicale, quand il y a beaucoup de comorbidités, vous comprendrez qu'on joue sur un petit peu très, très délicatement. On peut faire la cystectomie de sauvetage ou de palliation, mais étant donné que la chirurgie, il y a beaucoup de complications, vous comprendrez, et de mortalité aussi associée à la chirurgie, vous comprendrez que c'est très rare qu'on va l'offrir, à moins là, très, très exceptionnel. Quelqu'un qui était métastatique, qui a fait de la chimio, qui n'a plus rien apparaît au scan, on peut peut-être, mais c'est quand même quelque chose de rare. C'est le côté un peu chirurgical au niveau vessie. Tout le monde m'a suivi? Parfait. Comme on a dit tantôt, vous m'arrêtez s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc, quel est le taux de survie après une cystectomie?
Moi, c'est sûr que je comprends mon TNM, mais ce que ça veut dire un petit peu. Donc, le T2, c'est juste passer au travers de la vessie, mais il n'y en a pas dans la graisse, il n'y en a pas dans les ganglions. On a quand même une survie de 85 si par contre, ça a infiltré la graisse, on vient de baisser à 30 à 50 et s'il y a une infiltration de d'autres organes, 20 à 30 et s'il y a des ganglions, à 40 Donc, c'est une maladie, ce n'est pas un très bon cancer quand il y a une atteinte ganglionnaire, mais par contre, on essaie de les attraper rapidement. C'est notre problème au Québec, on le sait. Les délais d'attente de voir un urologue, d'avoir sa cystoscopie, d'avoir sa RTU-TV, d'avoir sa cystectomie, parfois, c'est un des problèmes au niveau du Québec. On est en train, à l'Association des urologues, d'essayer de trouver une façon d'aider justement à aller voir plus rapidement. Elle n'est pas. Je vais vous. Mais le bénéfice de la chimio n'est pas tellement important. Mais je vais en revenir. Fait que non, pour l'instant, il y a pas. On ne parle pas de chimio adjuvante ou néo-adjuvante, mais je vais revenir pour la survie. Pourquoi est-ce que les femmes meurent plus? C'est ce qu'on sait? En fait, ce qu'on croit, c'est que la vessie, en fait, on les trouve trop tard parce que leur vessie est plus mince que les hommes. Les hommes, avec la prostate, ont eu une obstruction et ils ont développé ils ont une hyper un peu trophie des fibres musculaires lisses de la vessie à cause de la prostate. Fait qu'on se retrouve avec des vessies plus épaisses, donc ils ont des stades plus petits. C'est pour ça. Pour la chimiothérapie, Dr. Marcellet, donc, en néo-adjuvant, c'est avant la chirurgie. En adjuvant, c'est après la chirurgie. On a deux types de chimiothérapie qu'on a offert. C'est tous à base de cisplatin. Le MVAC, ils sont malades comme des chiens. Ça va être sur Internet, ça. En tout cas. Donc, c'est des candidats très jeunes qu'on peut leur offrir, mais les taux de réponse ne sont pas très bons. Hein. Et on est plus enclin à donner gemcitabine cisplatin, qui est un peu mieux toléré, mais c'est pas... on n'a pas encore trouvé la formule magique non plus. Donc, c'est un mauvais cancer parce que vraiment, la survie à long terme est très, très faible en cancer de vessie. Métastatique. C'est parce que si on l'a pris juste qu'il a passé à la paroi puis qu'on l'a enlevé, on n'est pas pire. J'ai fait ça parce que souvent, on se retrouve avec les patients qui ont des complications de leur évolution naturelle de la maladie. Donc, un patient qui a un cancer de vessie et qui est métastatique, on va l'envoyer en chimiothérapie. Pas très bon. On n'a pas d'autre chose à y offrir, fait que on va le faire quand même, mais pas très bon. Mais par contre, au niveau de la vessie et au niveau de la maladie, il y a des complications qu'on va retrouver puis qu'on va faire appel à nous. La maladie se déclare beaucoup avec des symptômes irritatifs bas. Ils vont aller uriner souvent. Et quand je dis souvent, ça peut être aux 5 minutes, tellement qu'ils vont se mettre une couche parce qu'ils ne sont plus capables, ils pissent dans leur culotte. De toute façon, il y a souvent de l'urgence avec de l'incontinence. Donc, on peut les traiter. Et là, c'est pour ça qu'on n'a pas d'autre choix. Là. Je peux pas enlever la vessie parce qu'ils sont trop malades ou c'est métastatique, puis ça ne me sert à rien d'y enlever de la vessie parce que, de toute façon, ma chirurgie est tellement morbide que je ne l'aide pas. Fait qu'il faut que j'essaye de l'aider d'une autre façon avec de la chimio. C'est ce qu'on a. Donc, on va donner des anticholinergiques pour essayer de les aider à ce niveau-là. De l'hydronéphrose, hein, parce que la masse va venir bloquer. Et ça, c'est un facteur, justement, quand on voit ça, on sait que c'est une maladie qui est infiltrante. Il n'y a aucun cancer superficiel qui bloque un urtère. Donc, quand on se retrouve avec une hydronéphrose, bien, on peut mettre un double J. On peut le mettre de façon rétrograde, moi par les voies naturelles, si je suis capable de trouver l'orifice, parce que si j'en ai que j'ai des cancers que je ne vois rien. Ou on peut le mettre de façon antégrade en radiologie. Donc, ils viennent de façon percutanée descendre un peu comme une néphrostomie, mais ils vont descendre le double J, puis ils peuvent enlever la néphrostomie. Ou s'ils ne sont pas capables de descendre le double J en place, là, ils vont laisser la néphrostomie, qui est un tube. Et là, donc, ici, vous pouvez vous retrouver avec des gens, il peut en avoir d'un côté ou de l'autre. On peut mourir aussi d'insuffisance rénale, sauf que les gens veulent faire quelque chose. Ils voient un rein bloqué, ils veulent l'aider.
C'est sûr que la chimiothérapie altère la fonction rénale, donc c'est très rare, mais c'est souvent quelque chose que je discute avec le médecin traitant, de dire à un moment donné, son pronostic est tellement réservé qu'on peut ne rien faire puis décéder aussi de l'insuffisance rénale. C'est quand même une belle mort. Parce qu'il y a l'obstruction au niveau de l'infravésicale, donc le cancer qui vient obstruer au niveau du col, qui vient envahir la prostate. On peut faire une RTU pour justement débrider, mais ça fait quand même une chirurgie. On peut laisser une sonde en place. Ou ce qui est très fréquent et ce qui nous emmerde le plus, c'est l'hématurie. Et l'hématurie avec caillot, on met des grosses sondes, on met des irrigations, mais les irrigations vésicales, ça ne se fait qu'à l'hôpital. Hein? Les patients ne peuvent pas aller décéder à la maison et ici non plus parce que c'est très compliqué. À l'hôpital, souvent, il faut même décailloter à la seringue, ça bloque et c'est ça la maladie localement d'un cancer de vessie. Et c'est souffrant de bloquer d'une vessie. Tout le monde va vous le dire, en rétention urinale, les hommes, c'est très souffrant. Et là, on est avec des caillots et là, on est toujours en train de jouer avec une seringue et tout. Alors, c'est pas une belle mort. Alors, c'est pour ça que des fois, je dis, faut y penser parce qu'on n'a pas beaucoup d'options. Quand il y a de l'hématurie, la sonde d'irrigation, on peut faire de la radiothérapie, mais c'est cercle vicieux. La radiothérapie peut faire saigner aussi. Fait que, tu sais, on essaie, mais des fois, on se retrouve avec pas grand-chose. C'est pour le cancer de la vessie. Y a-t-il des... Oui? Dans les cas de quand la vessie est en place, tout ça, puis la sonde, c'est plus ou moins une option quand ça bloque tout le temps, les sondes sous-scriviennes? Ça ne changera pas grand-chose au niveau irrigation. Au niveau calibre de sonde, on est capable de mettre la même... On peut pas mettre... C'est pas plus gros que ça soit la vessie ou par en bas, parce qu'on est capable de mettre quand même des bonnes sondes de 24 French en bas. Ça paraît gros, mais c'est quand même... Ça se fait quand même bien. Et c'est des sondes aussi qui sont plus rigides, donc ils passent par en bas parce qu'il ne faut pas collaber quand on aspire. Fait que c'est des sondes qu'on appelle hématuriques parce que justement pour irriguer puis tout ça. Fait que la cystostomie, je l'ai enlevée, je l'avais mis, je l'ai enlevée parce que je vais vous dire, c'est contraire. C'est que c'est rare qu'un cancer va venir dans la lumière de l'urètre et du col. Donc, la sonde va être correcte. Mais sauf que moi, je ne sais pas exactement dans la progression où est le cancer. Fait que si je mets la sonde dans le cancer, je me retrouve à faire saigner beaucoup plus. Fait que on s'entend que l'essaimage ou la dissémination, c'est peut-être pas ça qui va, à ce stade-là, quand il décède, qui va nous préoccuper, mais ça ne nous aidera pas plus. Et c'est plus compliqué au niveau nursing. Les filles sont moins... Je ne veux pas les gars, mais tu sais, les filles sont moins habituées de fonctionner avec une cystostomie à changer que par en bas. Alors, c'est pour ça qu'on ne l'essaie pas. C'est un cas un petit peu connexe. Dans une situation où est-ce qu'on a une tumeur qui est pelvienne basse, moi, l'exemple que j'ai en tête, c'était une femme qui avait une grosse tumeur de la voûte vaginale. On avait eu à mettre une sonde parce qu'elle avait effectivement fait un blocage urinaire par compression. Je me suis beaucoup questionnée sur qu'est-ce qu'on va faire comme prochaine étape quand ça va bloquer, parce qu'éventuellement, j'avais peur que ça bloque complètement. Finalement, je ne crois pas que ce soit arrivé, elle est décédée ici. Je me demandais est-ce qu'on doit irriguer cette sonde-là, qui va être une sonde qu'on va laisser vraiment de façon prolongée. On ne voulait pas trop manipuler cette dame-là qui n'était pas confortable. OK. Je vais mettre tout le matériel urologique. OK? Je vais commencer par le plus simple. Un double J, ça peut rester là 1 an. Fait qu'on n'est pas pressé de l'enlever, puis même si tu sais, il n'y a pas de problème, OK? Donc, on n'est pas à le changer, sauf chez la femme enceinte, mais là, ce n'est pas le cas. Là. Chez la femme enceinte, il faut le changer à tous les mois. Mais un double J là, en palliation, on peut le laisser là 1 an. Une néphrostomie, la même affaire, mais c'est juste, c'est moins... Puis c'est pas... c'est souffrant. Bien, c'est souffrant. C'est souffrant et coucher dessus, la néphrostomie. Même si c'est des petits tubes, là, c'est fatigant d'être avec une néphrostomie. Hein? Fait que c'est pour ça qu'on essaye de pas en laisser. Pour les sondes, s'il y a parce que
un autre cancer pourrait envahir la vessie et faire saigner. Donc, c'est la même chose. On peut, là, à ce moment-là, on peut mettre une irrigation continue ou une irrigation, si c'est assez clair, mais une fois de temps en temps, il y a des caillots, on pourrait demander une fois par jour à irriguer. Par contre, pour irriguer, là, puis les infirmières, comprenez-moi, il faut y aller lentement parce que quand on rentre le liquide, ça distend la vessie, ça fait mal. Fait qu'il faut y aller lentement. Ce n'est pas une procédure qui est agréable. Donc, tu sais, quand quelqu'un, on minimise ce côté-là aussi. OK? La sonde, bon, écoutez, une sonde, théoriquement, on peut laisser ça 6 semaines dans les personnes âgées dans nos CHSLD. On laisse ça 6 semaines parce qu'on a un 5 de risque d'infection à chaque jour. Fait que, hein, on commence à en additionner. En palliation, là, à un moment donné, puis il faut l'enlever quand il y a une infection, hein. Il ne faut pas juste donner l'antibiotique, les bactéries, ils restent pognés sur la sonde, puis ça recommence. Fait qu'on commence les antibiotiques 2-3 jours, on enlève la sonde, puis on remet une nouvelle. Alors, que ça soit, et même si c'est par compression d'un autre organe, je n'ai jamais vu de sonde bloquée. Une sonde bloque pour 2 choses, des caillots ou l'espèce de chemu blanc. Fait que, bon, la neige, là. Donc, ça, il ne faut pas la changer pour ça. C'est pas un signe d'infection. On sait qu'il va y avoir une bactériurie, mais s'il a pas mal au ventre, il ne fait pas de fièvre, hein, je me répète sur ça, les sondes à demeure, on ne traite pas d'infection. On n'a pas besoin de la changer. Si, par contre, il y a beaucoup de chemus blancs, là, c'est parce qu'ils ne boivent pas. Il n'y a pas de soluté, ils ne boivent pas. Les personnes âgées, ils ne boivent pas suffisamment. Fait que ça ne flush pas la tuyauterie assez. Puis là, il y a des petits dépôts. Puis, fait que c'est d'irriguer ne changera pas beaucoup, sauf s'il y a vraiment, si on ne peut pas y permettre de boire plus ou de mettre de soluté, bien là, on peut peut-être irriguer une fois de temps en temps. Mais c'est quelque chose qui n'est pas très... Ou on peut changer la sonde et mettre un calibre. Et là, c'est une fausse illusion de dire on va mettre une size French, que ça fait moins mal qu'une 20 French. Hein? C'est juste la mettre, après ça, qu'une grosseur ou l'autre, là, il n'y a pas de différence. Puis pour une femme, il n'y a absolument aucune différence. Que ce soit une 18, une 20, une 22. Fait que, tu sais, si vous voulez pas de trouble, s'il y a un peu de chemu blanc, puis ça n'arrête pas ben, on met la 20-22, puis on ne se bat pas. La femme, il n'y a pas plus d'inconfort. L'homme, c'est quand on la met qu'il y a plus d'inconfort. On a juste à mettre de la gelée en xylo. Hein? Puis là, mettez pas la gelée en xylo, ça attend, puis beurrez comme la sonde, comme on fait là, avec l'autre, puis mettre après. Là, hein? C'est dans l'urètre. Donc, on met dans l'urètre, puis on n'attend pas non plus, je vois ça aussi, là, on attend 2 minutes le temps que ça agisse. On n'attend pas, parce que là, la gelée vient de décollaber l'urètre, et donc on est capable de faire glisser encore plus la sonde. Puis, il y a les sondes coudées, il y a les sondes. Donc, ça, c'est un cours d'urologie. Est-ce que ça répond? Parfait. Pour la vessie, c'est clair, excellent. Le cancer du rein. Je voulais parler de la classification histologique parce que c'est très important. Il y a des cancers à cellules rénales et il y a des cancers urothéliaux, hein, bassinets, urétères, et il y a tous les autres cancers aussi parce que c'est pas juste, il y a le sarcome, il y a le lymphome, il y a le WIMS, il y a le neuroblastome, il y a beaucoup de choses qui sont dans le cancer du rein. Mais si on parle du cancer de cellules rénales, il y en a quelques-uns, puis il y en a qui sont bons, puis il y en a qui sont mauvais, puis il y en a qu'on peut traiter avec ce que je vais vous parler plus tard, puis il y en a d'autres qu'on ne peut pas traiter. Alors, c'est pour ça que je voulais faire un petit aperçu au niveau histopathologique. Les cellules claires représentent la majorité des cancers rénaux. C'est le cancer qu'on dit le Gravitz ou l'hypernéphrome. C'est tout l'adénocarcinome, les cellules claires. C'est tout le même mot pour la même chose. Donc, c'est le plus fréquent. Une de ses particularités, il est hypervasculaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a des grosses masses avec beaucoup, au niveau chirurgical, peut influencer. Mais par contre, les métastases sont hypervasculaires. Et moi, j'ai vu très bien souvent une métastase 20 ans plus tard dans le front et tu mettais la main sur la bosse et tu sentais que ça pulsait. Et ce n'est pas une bonne idée d'aller biopsier une métastase qui pulse. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir le réflexe de biopsier toutes les métastases. Puis, il faut essayer de trouver celle qui va peut-être nous donner moins de troubles. Okay? Donc, ça, c'est une des particularités du cellule claire.
Son petit frère, qui est le deuxième, c'est le papillaire. Le papillaire, c'est quand on retrouve plusieurs masses dans un rein, c'est souvent un papillaire. Ça a le meilleur pronostic. Le chromophobe est le meilleur pronostic, mais là encore, vous voyez, ce n'est pas très fréquent, 3 à 5 Canaux collecteurs ou d'autres, c'est très mauvais puis c'est très rare. Avant, on avait une classification qu'on disait avec composante sarcomatoïde, ça c'est hyper méchant. Hyper méchant, il meurt, ça ne prend pas de temps. Donc, c'était pour vous faire un peu le tour des sortes de cancer du rein. C'est sûr que la plupart du temps, on dit cancer du rein, gravite, hypernéphron. Dans l'évaluation paraclinique, il y a les syndromes paranéoplasiques qu'on retrouve dans le cancer du rein. La fréquence, c'est l'augmentation de la vitesse de sédimentation, c'est ça, VS. L'hypertension artérielle, l'anémie, la cachexie, le poids, la fièvre, mais de façon particulière, des anomalies au niveau des tests hépatiques, ce qu'on appelle le syndrome de Stauffer, et une hypercalcémie avec une polyglobulie, une augmentation d'hémoglobine qui est très caractéristique à l'hypernéphrome, et il peut y avoir aussi une neuromyopathie paranéoplasique. Donc, c'est des choses qu'il faut rechercher dans notre bilan d'extension. Puis ça va se corriger lorsque, admettons, qu'on a un cancer localisé, qu'on opère, les choses vont se rentrer correctement. Les facteurs pronostiques, il y en a de 3 catégories, qui est relié à la tumeur, qui est relié au patient, puis qui est relié au laboratoire. À la tumeur, bien sûr, le stade, le TNM, qui est associé. Le grade, dans le rein, on appelle le grade de Fuhrmann, qui est sur 4. Donc, un 3 ou un 4 sur 4 est plus méchant qu'un 1 ou 2 sur 4. Ça dit l'agressivité au niveau du grade. L'histologie, je vous en ai parlé tantôt. Le chromophobe est mieux qu'un cellule claire. La composante sarcomatoïde aussi est très méchante. La taille de la tumeur, en effet, dans le TNM, même, on a divisé avec en bas de 7 cm, en haut de 7 cm, mais ça ne veut pas dire qu'un cancer de 15 cm, s'il est localisé et qu'il n'est pas allé ailleurs, il est mieux qu'un cancer de 2 cm avec métastase ganglionnaire. Hein? Fait que, tu sais, il faut relativiser. C'est un des critères, mais ce n'est pas le seul critère. La nécrose tumorale est le site et le nombre de métastases parce que on peut faire de la résection de métastases s'il n'y en a qu'une seule qui ne bouge pas pendant un certain temps versus quand il y en a partout. Le patient, le statut de performance de Karnofsky, je vais en parler tantôt, mais tu sais, s'il est capable de se lever, c'est quelque chose que vous êtes habitué de travailler avec, OK. Des symptômes au diagnostic, donc la douleur, la dyspnée, l'hématurie, vont être moins favorables à un moins bon pronostic. Les symptômes systémiques, un petit peu comme les syndromes paranéoplasiques, et l'intervalle de temps. Donc, entre, mettons, une chirurgie et l'apparition d'une métastase, ou donc l'intervalle de temps sans métastase, hein, plus long on fait, mieux on est. Les laboratoires, l'hémoglobine, les plaquettes, le calcium, les tests hépatiques, la vitesse de sédimentation, la phosphatase alcaline qui est reliée au niveau des métastases osseuses. Lesquels sont meilleurs? Bien, en fait, le pire, c'est la colonne au niveau versus le poumon, une métastase pulmonaire, ou même la meilleure, la surrénale. La surrénale contralatérale, on va juste l'enlever puis ça va être fini. Donc, c'est une des meilleures métastases, puis il peut y avoir, quand je dis atteinte de la surrénale, il peut y avoir par envahissement contigu parce que la masse est au pôle supérieur puis on envahit la surrénale, mais il peut y avoir une masse dans le pôle inférieur et qu'on se retrouve avec une métastase surrénalienne. Donc, c'est pour ça que des fois, on ne catégorise pas la surrénale de la même façon dans notre TNM, mais la plupart du temps, il y a une métastase au niveau surrénal qui est meilleure versus cérébral. Hein? Fait que c'est des choses, c'est des sites qui sont moins favorables. Mais cérébral, on a la stéréotaxie qui peut nous aider à diminuer la masse au niveau cérébral. Les facteurs de mauvais pronostic chez les patients qui sont métastatiques. Donc, on a un cancer, parce que, donnez-moi 2 petites secondes. Non, OK.
Parce que c'est sûr que si un cancer est localisé au rein, hein, on fait une néphrectomie par laparoscopie en plus, même s'il y a 15 cm. Ça se fait. Pourquoi? On le fait parce qu'on choisit l'incision. Parce qu'avant, puis je suis certaine que vous avez tous vu des cicatrices de néphrectomie ouvertes, hein? Ça part d'ici, ça longe la côte, puis ça s'en va quasiment dans le milieu du dos. Ça, c'est très souffrant, 3 couches musculaires. Par laparoscopie, on va tout décrocher, puis on va choisir. On peut faire une médiane, on peut faire une petite... mais on va choisir l'endroit, une paramédiane. Donc, on va choisir un endroit où est-ce qu'il y a moins de couches musculaires, puis où est-ce que c'est moins souffrant. Donc, c'est la beauté de la chose, et ça se fait par 15 cm. Il n'y a pas de problème. C'est pas quelque chose qui nous pose problème. Fait qu'on l'essaye toujours. C'est sûr qu'il y a un risque de conversion de 5 à 10 mais la plupart du temps, on est quand même capable de l'enlever par laparoscopie. Donc, c'est ça. Donc, si c'est localisé, que ça soit localisé ou qu'il y ait une métastase contralatérale surrénalienne, bien, je vais enlever la surrénale. Parce qu'une néphrectomie radicale ne veut pas nécessairement dire enlever la surrénale toujours. Je peux la laisser, comme je peux l'enlever. Puis on sait que vivre avec une surrénale, c'est suffisant. Il y a pas, on n'a pas de problème. Là, on ne tombera pas en hypo-aldo ou en hyposurrénalisme. D'accord? Au niveau donc des faibles pronostics, les statuts, donc le statut de faible pronostic, donc si on a un moins bon statut de performance, le délai, comme je vous disais, en bas d'1 an entre l'apparition de la métastase, une hémoglobine qui est basse, une LDH qui est haute, avec une concentration de calcium qui est lourde. Donc, si, selon ces facteurs-là, si on n'a aucun facteur, c'est ce qu'on appelle un risque favorable, on a de 25 à 30 mois. C'est quand même pas beaucoup, là, quand même, hein? On s'entend, là? Mais regardez, si j'ai 3 critères en haut et plus, bien, j'ai 5 à 7 mois. Pour une médiane, si jamais là, on ne tient pas ça partout, là, à moins qu'on peut mettre ça sur notre iPhone ou notre palme, là, mais si on sait pas, grosso modo, là, un cancer du rein métastatique a une survie globale médiane de 14 mois. 1 an. Un petit peu plus, mais c'est à peu près ça. Donc, ce n'est pas un bon cancer métastatique. Dans un rein, puis qu'on enlève le rein, c'est une autre chose. Mais métastatique. Pourquoi on n'est pas très bon? Ah, bien, les taux de survie à 5 ans, d'une autre façon de le voir, on a 70-90 si je vous opère. Donc, si c'est un néo-localisé. Si la graisse est envahie, on se tient quand même avec des bons taux. Puis, l'envahissement veineux, c'est pas avec un thrombus, parce que des fois, là, c'est impressionnant, le thrombus est dans toute la veine rénale, dans la veine cave, ça s'en va jusqu'à l'oreillette, puis on n'a rien dans ces cancers-là. Hein. La meilleure chose, c'est de l'opérer. Alors, on l'opère avec la pompe cardiaque, la circulation extracorporelle, excusez, je cherchais mes mots. C'est une chirurgie extensive, mais ça vaut la peine parce qu'on a des bons taux de survie en enlevant un cancer. Parce que si tu enlèves tout le thrombus, si tu n'as pas de métastase ganglionnaire ou quoi que ce soit, tu as des chances que ça ne soit pas parti, mais que ça soit juste quelque chose d'extensif, mais local. Puis, vous voyez, 0 à 20 quand on atteint ganglionnaire, puis si on en a des poumons partout, pas très haut comme taux de survie. On ouvre une cavectomie, donc on ouvre la veine cave, on ouvre le cœur et on va chercher le thrombus. Oui, en effet. On s'entend, là, on ne fait pas ça à Saint-Hyacinthe. On l'a fait à Québec, là, mais en effet, à Québec, ils le font, puis oui, ils ont toujours... en fait, c'est un cardiothoracique. C'est pas juste un vasculaire. Bien, ça dépend, là, parce que tu as des vasculaires périphériques, puis mais les CCT, les CVT, en tout cas, bref, thoracique. Bref. Fait que, puis, il y a des nomogrammes, puis s'il y a quelque chose qu'on peut, si vous aimez jouer avec les chiffres, les probabilités et tout, il y a un beau site Internet, nomogramme.org, pour tous les cancers urologiques. Là, je vous parle parce que du rein, mais on l'a pour la... Puis c'est, admettons,
vous êtes un homme, vous avez votre APS, puis là, vous dites, ah, c'est quoi ma probabilité que j'aie un cancer à ma biopsie? Il y a toutes sortes d'affaires, tu sais. Autant le taux de survie, autant que ça peut être la probabilité de développer un cancer. Donc, il y a beaucoup de choses. Puis, ils traitent là, de toutes les vessies, prostate, rein, même pénis. Tu sais, c'est un neurologue qui a fait le site. Et, tu sais, on rentre, clic, clic, clic. Mais là, je n'étais pas capable de vous le faire de façon dynamique, là. Mais c'est très simple. Parce que là, ça, c'est à la règle, puis tout ça, là, c'est comme un ancien nomogramme. Mais c'est juste pour dire que ça existe de façon électronique maintenant, informatique plutôt. Pourquoi on n'est pas bon en rein? C'est parce que le cancer du rein est résistant à la chimiothérapie. Le cancer du rein est résistant à la radiothérapie. Donc, tout ce qui nous reste, c'est la chirurgie. Je vous parlais de la néphrectomie, plus ou moins résection métastatique. S'il y a juste une métastase pulmonaire qui est stable pendant 3-4 mois, peut-être qu'on va y faire une résection. Ça dépend de la maladie, ça dépend de l'évolution. Il y a des choses qui sont rapides, il y a des choses qui sont plus lentes. Prenez juste par exemple, moi j'ai fait un cancer du rein métastatique au 2 surrénal, puis il y avait aussi une bosse dans le dos que je ne savais pas, qu'on a enlevée, puis qui était aussi une métastase. Mais je lui ai permis, et on est 2 ans plus tard. Il y a de la maladie récidivante, mais il y a quand même 2 ans plus tard. Tu sais, c'est que on a tout enlevé. On a enlevé le rein, les 2 surrénales, la masse, puis on a attendu de voir où est-ce que ça allait nous réapparaître. Mais, tu sais, on est quand même, des fois, on est agressif, mais parfois, on est gagnant en cancer du rein parce que j'ai tout fait ça par la paroscopie. Hein, le rein, les surrénales et tout. Fait qu'il n'y a pas des gros. Il y a juste la petite incision là, pour le rein. Les surrénales, c'est tout petit, fait qu'il n'y a pas de problème. Fait qu'on peut allonger quand même le temps. On avait découvert, je vous dirais, peut-être 15-20 ans, l'immunothérapie, qui semblait allonger de 3 mois un petit peu. L'interféron et l'interleukine. L'interleukine est intraveineux, sont très malades. Les candidats, c'est des jeunes qu'il fallait que... Puis, il y a des réponses complètes, mais c'est excessivement difficile comme traitement. Et beaucoup d'effets secondaires. Et d'ailleurs, à ma connaissance, il ne se donne que du côté de McGill maintenant, parce qu'il y a une sélection très, très particulière au niveau des candidats. Mais tu sais, 35 ans, il y a quand même des gens qui peuvent répondre. Par contre, c'est juste pour les cellules claires. Hein? Sarcomatoïdes, papillaires, etc., c'est pas bon. Et les agents, on a essayé de développer d'autres agents et on en est arrivé avec des inhibiteurs de l'angiogénèse qu'on utilise actuellement et les vaccins sont en développement. Donc, les vaccins, c'est que même on enlevait la tumeur, ils prenaient des cellules, ils refaisaient pousser, on réinjectait. On était en protocole, en tout cas, de recherche là, pendant ma formation là-dessus avec New York et tout. Fait que c'est pas encore sur le marché, mais c'est quelque chose qui peut peut-être un jour arriver à quelque chose. Je vous parle très rapidement, donc, la seule chose qu'on a en cancer de rein métastatique, c'est les inhibiteurs de l'angiogénèse, donc ceux des récepteurs de la tyrosine kinase. On entend parler du Sutent, parce que c'est celui qui est couvert par le gouvernement, par la RAMQ. C'est par la bouche. Ils sont comme une grosse grippe. C'est facile, c'est très, très coûteux. Ils donnent habituellement 1 mois, ils arrêtent de voir un peu la réponse, qu'est-ce qu'ils ont eu, puis tout ça, mais les gens là, sont à terre, là, une grosse grippe d'homme. Existe les 2 autres, le Nixavar et le Toricel, mais par contre, ils ne sont pas couverts par la RAMQ. Il faut avoir eu un échec par le Sutent. On pense qu'ils ont peut-être des meilleurs résultats avant, mais c'est comme ça avec la RAMQ. Vous voyez qu'on n'est pas très bon. C'est des petites réponses partielles. Souvent, on allonge, là, souvent juste de 3-4 mois. Hein, ou 5 mois. T'sais. Fait que c'est pour allonger, mais ce n'est pas pour guérir. En cancer du rein métastatique, on n'a rien pour guérir. Comme en cancer de vessie métastatique, on n'a rien pour guérir. C'était le cancer du rein. Fait que ça, c'était mes 2 mauvais. Les 2 déprimants. Fait que là, il va nous rester la prostate.
Le plus fréquent, heureusement. Ça va pour le rein? Je vais finir plus tôt, mais bon, on changera. Donc, le cancer de la prostate. Je voulais essayer de vous mettre une petite base en cancer de prostate parce que là aussi, on parle de pommes puis d'oranges. Hein? Parce qu'il y a des cancers de prostate du petit. Quand je parle de localiser à la prostate, j'ai mis les traitements, mais en fait, j'ai oublié la surveillance parce que même maintenant, ils sont tellement petits puis qu'ils sont tellement longs à se développer puis à évoluer qu'on les surveille. Hein? On a comme changé un peu notre balancier avec le temps parce qu'on trouvait qu'on n'augmentait pas la survie globale ou le taux de mortalité dans le cancer de prostate. Donc, on est rendu qu'on en surveille beaucoup plus. Mais donc, on parle d'un cancer de prostate qui est localisé à la prostate. On peut l'opérer, on peut le toaster à radiothérapie, on peut le toaster en curithérapie, qui est les petites baies radioactives qu'on va mettre à l'intérieur de la prostate. Et il y a même maintenant le HIFU, qui est c'est un peu du micro-ondes, là, si on peut dire, qui se fait juste une place ici. C'est le centre d'achat. C'est la clinique est là, c'est pour ça que je me souviens juste de ça. Rockland, excusez, le centre Rockland. Mais pas le centre d'achat, le centre médical. Mais c'est parce que c'est comme ça que je l'ai retenu. C'est pas payé, hein, puis c'est... je pense que c'est 15 000, une affaire comme ça. C'est très focalisé. Ça n'a pas pris de l'ampleur au Québec, puis ça n'en prendra pas plus. Ça en a pris beaucoup au moment donné aux États-Unis parce qu'ils sont plus... tout ce qui se fait en cabinet, hein, c'est payant pour eux autres, fait que ça l'a pris... En fait, est-ce que ça va être meilleur que la surveillance? Bon, mais ça, c'est un autre dossier. Donc, on n'est pas... ils vont mettre... en fait, c'est comme un micro-ondes. Ils vont mettre un peu comme... par les voies urétrales, par la voie transurétrale, une genre de sonde qui va transmettre le micro-ondes un peu, puis qui focalise une zone parce que ça ne traite pas toute la prostate, puis ça vient essayer de traiter le cancer. Bon, mais ça, c'est localisé à la prostate, fait qu'ils ne seront pas à la maison Victor-Gadebois. Localement avancé, donc c'est quelque chose qui, quand on dit qui commence à sortir de la prostate, souvent, en prostate, il y a des petits trous sur les côtés pour faire rentrer les nerfs d'érection, puis les vaisseaux sanguins. Et donc, la maladie sort par ces petits trous-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Il n'y a aucune imagerie possible. Souvent, on s'en rend compte, nous, juste en opérant. On se retrouve avec des T3, qu'on dit, mettons. Mais il y a aussi la possibilité, quand on fait un toucher rectal, les doigts d'urologue, là, ça commence à peut-être déborder de la prostate. Là. On se dit, possibilité de T3, là, ça veut dire que ça a peut-être commencé à sortir là, par les petits trous. Mais donc, ça, c'est quand même localement avancé. Il n'y a pas de ganglion. Fait qu'on est capable peut-être d'opérer, puis d'enlever la maladie, puis de voir si ça revient. Il y en a beaucoup qui vont, s'ils ont un certain âge, qui vont aller en radiothérapie avec hormonothérapie. C'est une façon de traiter un localement avancé versus un petit foyer à l'intérieur. Et il y a le cancer de prostate métastatique, ce qu'on va discuter ici, parce que c'est eux autres qui décèdent. On a deux façons de traiter, l'hormonothérapie et la chimiothérapie. Là encore, je voulais vous discuter du cancer de prostate au niveau de facteurs pronostiques. C'est sûr qu'un APS à 100 versus un APS à 5, hein, clair. Bon. Donc, la valeur de l'APS au niveau absolu est dans les facteurs pronostiques. Le stade TNM, que je vous parlais, hein, le petit qu'on trouve juste quand on a gratté la prostate parce qu'il était bloqué, versus celui qu'on sent et qui déborde la prostate, ce n'est pas la même chose. Et le grade de Gleason. Le grade de Gleason, ce que c'est en histopathologie encore, d'où la petite photo. C'est que on l'a à la biopsie, puis on l'a, admettons, à la chirurgie. C'est un score, c'est un chiffre. En fait, c'est 2 chiffres. C'est 5 sur 5. C'est 2 chiffres sur 5. C'est un peu l'anarchie ou ce que les cellules ont l'air. Est-ce qu'ils sont grosses, laides, méchantes, déformées versus est-ce qu'ils ont l'air pas si pires, mais qui sont quand même des cellules cancéreuses. Fait qu'ils nous font un score sur 10 parce qu'il y en a un. Puis ils disent, celui que je vois dans le cancer, là, c'est celui que je vois le plus. Là, je donne, admettons, un 4
sur 5. Parce que là, j'en ai beaucoup de ça. Mais j'ai une petite zone qui est de moins le 3 sur 5. Fait que je fais 4 plus 3, 7. Je fais. Alors, les agressifs, les cancers, et ça existe, des 10 sur 10, vont décéder. Je vous le garantis. Ils décèdent du cancer de prostate. Les 9 sur 10, ça dépend comment on les trouve, mais c'est agressif, et 8. Donc, 8, 9 et 10 sont très agressifs. Donc, c'est le Gleason, c'est l'agressivité du cancer. Même si je l'opère, même si je l'ai trouvé dans sa prostate, ça va être des facteurs qui vont être plus de pronostic, donc qui vont probablement avoir une plus haute chance de récidiver la maladie. Ça, c'est pour le Gleason. C'est la patho. Ça se peut que ça ne soit pas la même à la biopsie, puis admettons que je fais une chirurgie de la prostatectomie radicale, parce qu'on s'entend, une biopsie, là, c'est coller à peu près 4-5 cheveux ensemble. Fait que, tu sais, il voit ce qu'il voit, mais là, après ça, quand il y a la pomme au complet, bien là, il peut tout nous dire exactement jusqu'où ça allait, puis quelle sorte d'agressivité qu'on allait. C'est la beauté de la chirurgie. Je suis chirurgienne, là, mais je ne repars pas tout le monde quand même. Mais c'est la beauté parce qu'on sait à quoi on fait affaire exactement. Tandis qu'en radiothérapie, il faut se fier à l'APS, au toucher rectal et au Gleason de la biopsie. Après ça, les autres, le temps entre la récidive, c'est... Oui? Par rapport justement au fait, quand vous opérez, par rapport à ce que vous avez eu comme résultat, comme impression du toucher rectal à l'APS et au Gleason, est-ce qu'il y a souvent des discordances impressionnantes entre ce que vous trouvez à patho post-opératoire par rapport au tableau que vous aviez ou à l'impression que vous aviez avant? OK. Si ma mémoire est bonne, on parle de 30 à 50 de discordance. Mais c'est parce qu'on n'est pas très bon. Hein? Un toucher rectal, ça reste un toucher rectal, puis on a juste la face postérieure, quoique les cancers de prostate sont toujours en périphérie, fait qu'on couvre quand même. C'est 30 au niveau de la différence de Gleason, parce qu'il est plus gros, fait qu'il y a une meilleure évaluation. C'est très rare, mais puis qui ait passé les petits trous sur les côtés puis qui ait commencé à sortir, je ne le sens pas au dos. Tu sais, quand je le sens, là, c'est quand ils sont souvent métastatiques puis je pourrais faire des biopsies au doigt. Là. Tu sais, ça, pas de problème. Tu sais, il y en a là, que tu sens tout. Fait que, oui, on peut se tromper. Puis c'est l'understaging, c'est ça qui nous fait un peu peur quand on fait de la surveillance. Et c'est ce qu'on explique aux patients aussi. C'est que quand surtout en surveillance, parce que là, on ne fait rien. Hein. Si on opère, au moins, ben, après, on leur dit, bien là, vous aviez de la maladie qui avait commencé. Puis c'est là qui est drôle, parce que, justement, au Carrefour médical de Belleuil, le médecin reçoit la pathologie. Et parce qu'on va à ce bureau-là, puis nous, on a la pathologie, et il ne comprend pas parce que si il nous marque toujours le volume tumoral estimé, était, admettons, de 5 Fait que dans la tête de tout le monde, c'est un petit cancer, 5 Malheureusement, il était sur le bord, puis il avait commencé à sortir. Mais là, moi, je dis aux patients qu'il est sur le bord, il a commencé à sortir, puis qu'on a une chance sur 2 que ça revienne, puis qu'on va suivre. Puis le médecin de famille dit, ben non, de quoi qu'elle parle? C'est juste un petit cancer, 5 Comprenez-vous? La localisation n'est pas pareille. Puis c'est correct, là, c'est pas méchant. Mais c'est juste qu'il faut faire attention des fois à ce qu'on dit. Puis l'interprétation d'un rapport de patho, il y a plusieurs choses. La vésicule séminale envahie, etc. Donc, c'est pour ça. Mais des grosses surprises là, de dire, là, ben en fait, le scan aussi, parce que des fois, pas souvent, on en fait des scans, puis parce que c'est pourri pour les ganglions. Puis le premier relais ganglionnaire au niveau de la prostate, c'est les iliaques. Donc, c'est pas très bon. Et donc, on n'en fait pas parce que c'est pas bon. Mais on fait des lymphadenectomies et des fois, tu te retrouves que tu as ta maladie, mais ça va être des micro-métastases dans ta maladie. Et là encore, je vais peut-être avoir enlevé le premier relais, puis je ne serai pas obligée de faire de la... Je vais voir, je vais attendre que mon APS, on a l'APS à cette heure, ça va être super bon, elle va être non détectable, puis dès qu'elle va monter, je vais pouvoir dire, ah, ben là, je le traite. Je vais attendre. Puis je vous dirais que même avec des métastases, des micrométastases ganglionnaires, il y a quand même un homme sur 2 qui n'aura pas besoin d'autre chose, juste avec l'opération. Fait que là, on le sait. Mais ça, c'est majeur. C'est d'une grosse différence hein, entre métastase ganglionnaire, pas de métastase, mais j'ai aucun moyen de savoir avant. C'est quoi la proportion que ça m'arrive? Pas souvent. Mais le changement de Gleason, ça arrive assez souvent.
Il va l'être. En fait, pour dépister un cancer de prostate, ça nous prend l'APS et le toucher rectal, les deux. Tu peux avoir un cancer de prostate avec un APS normal et tu peux avoir un cancer de prostate avec un toucher rectal normal et un APS élevé. Mais j'en ai vu aussi, 25 des cancers ont un APS normal. Puis normal, c'est ma normale, en bas de 3,5. OK? Donc, donc, il y en a que j'en ai à 0, j'en ai opéré un à 0,75 d'APS. Mais il y avait un cancer de prostate. Mais il y a des médecins qui font des touchés rectales sans... C'est pas bon. Et j'ai des médecins qui font des APS sans toucher rectal. C'est pas bon. C'est ça la formation médicale continue. C'est 25 qu'un APS négatif des cancers? Exactement. Sur 4? Oui. C'est énorme. Puis qu'il y a un toucher rectal positif. Ou qu'il y ait l'histoire familiale. Vous autres, les urologues, On le fait. Le Collège américain recommande un dépistage et nous, officiellement, on ne l'a pas fait au niveau du Québec, mais au niveau canadien, les lignes directrices abordent un peu dans le sens américain. Je pense qu'il faut en discuter. Je pense qu'il y a des gens qui en décèdent, hein, les agressifs. Si le gars de 48 ans qui a un glycérine 9 sur 10, que j'ai sauvé sa vie, il est content. Puis il est content d'élever ses enfants. Alors, je comprends la problématique, puis je comprends, puis en effet, puis on a... vous n'étiez pas là à la journée de l'homme? On en a discuté. Bon, bien, vous vous reprendrez avec la journée de la femme la semaine prochaine. Mais, tu sais, vendeuse. Fait que, c'est controversé, mais nous, en urologie, on aborde dans le sens on voit apparaître les changements de survie en cancer de prostate quand on cible bien comme il faut. Regardez, là, les choses ont changé beaucoup. Hein. Surveillance, on n'opère pas tout le monde. Fait que je pense qu'il y a sa place. Mais je crois qu'il faut parler avec les patients. C'est ça. Mais j'avoue que je le répète dans les formations, puis ci, puis ça, mais je sais que je me fais toujours poser cette question. Un an. En fait, s'il y en a dans la famille, on commence dans la quarantaine. On peut en faire aux 2 ans, mais tu sais, c'est facile de façon annuelle. Et c'est de façon annuelle. Quand il y a un cancer de prostate, on est aux 3 mois, nous autres. Là. Mais même là, 3 mois, 6 mois, des fois, quand c'est très lent, puis qu'à un moment donné, tu vois que la situation s'est stabilisée, là, il y en a que ça ne bouge pas. Là. Fait que, mais c'est annuel, dans l'examen annuel. Mais étant donné que voir un médecin de famille, ça prend 1 an et demi, ben là. Fait que, mais je n'embarquerai pas là-dedans. Bon, vous voulez qu'on se rende à 2 heures, hein? C'était un petit peu vous montrer ce que dans les facteurs pronostiques, un exemple. Donc, un APS qui est plus élevé, la ligne blanche versus moins élevé, pardon, la ligne blanche versus la ligne rouge qui est un APS plus élevé, va avoir plus de chances de faire des métastases osseuses. La même chose, le temps de dédoublement de l'APS. Quand il va plus vite, hein, quand l'APS monte très rapidement, bien, c'est moins bon. Puis ça, on parle de la récidive. De la récidive biochimique et non pas de l'APS avant traitement. L'hormonothérapie. Le but de l'hormonothérapie, c'est la suppression de la testostérone testiculaire. Pourquoi? Parce que le cancer de prostate se nourrit de testostérone, donc on veut l'enlever. Pourquoi je dis testiculaire? Parce que les surrénales produisent 10 de la testostérone globale. On a plusieurs mécanismes, comment on peut le faire. On a toujours la castration chirurgicale. Hein? J'en ai qui me le manquent. Ils disent « une piqûre, tout était. » Bon, c'est simple. Quelqu'un qui est non compliant, on va l'amener à faire une castration chirurgicale. Mais j'avoue que j'en fais moins que mes patrons, là, anciennement. La castration chimique, c'est ce qu'on fait beaucoup plus. De méthodes avec les agonistes de la LHRH ou les estrogènes anciennement. Pourquoi on a lâché les estrogènes? C'est pas parce que ça ne marchait pas, c'est parce qu'à cause des risques cardiovasculaires. Donc, on est rendu juste avec les agonistes de la LHRH. Quand je parle d'agonistes de la LHRH, juste pour donner des noms là, que je donnerais, tu sais, il y a Lupron, il y a tout ça, il y a Zoladex, il y a des mots que je ne peux pas dire, là, mais je suis sûre que vous supprez peut-être des peaux,
Trelstar, c'est des noms là, d'agonistes, là, mais c'est bon. Il y en a plusieurs sur le marché. Oui, il y a tout en injection intramusculaire ou sous-cutanée. Oui, exactement. Il n'y a rien dans la bouche. Par contre, on a des 3 mois, des 6 mois, puis il me semble qu'on est rendu avec 1 an. Mais on n'aime pas ça des 1 an, mais il me semble qu'on est rendu avec quelqu'un d'1 an. Il n'y en a pas dans 6 mois? Ah, 6 mois. Ah, 1 mois. J'ai parti trop. Oui, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Excusez, j'avais sauté. C'est ça. On en a des 1 mois qui se donnent à tous les mois, aux 3 mois puis aux 6 mois. C'est ça. Oui, c'est vrai. C'est parce que là, il y a tellement de compagnies que je me souviens plus toutes, là. Puis ça fait juste 6 mois que je suis en congé de maternité. Fait que, mais que je me souviens plus. Mais en effet, là, ça peut se donner au CLSC. En fait, il faut que ça soit un docteur qui le donne ou une infirmière. Hein? Fait que ça se donne en CLSC. Les filles en CLSC sont assez habituées. Ou à domicile, mais c'est très rare qu'on utilise le service à domicile, à moins qu'il soit déjà sur un service à domicile. Oui, malheureusement, ben, ce que je fais à l'hôpital, je le fais acheter par la famille. Je fais la prescription à la famille, puis ils vont le chercher, puis ils reviennent, puis les infirmières le donnent. Parce qu'en effet, à l'hôpital, ils ne le payent pas. Ils me donnent 1 mois. Mais c'est très, très, très cher. Aux 3 mois, c'est 1000, 1200. C'est celui que je retiens le plus. Là, parce que nous, on fonctionne aux 3 mois parce qu'on peut l'arrêter. Tu sais, nos visites sont aux 3 mois, fait que souvent, on peut l'arrêter, mais ça peut se donner sur plus long. Ça arrive que vous demandez aux compagnies pharmaceutiques de faire donner le médicament par leur infirmière? Oui. Est-ce que c'est des techniques spéciales? Non, c'est la préférence du patient. En effet, il y a des compagnies, le faites-vous, ça, Sanofi? Ben, c'est ça, à la maison, c'est juste pour que le patient aille pas au CLSC, une visite de moins, c'est tout. Il n'y a aucune autre raison. Je demande au patient, voulez-vous aller au CLSC ou vous voulez qu'il aille chez vous? Puis là, l'hiver, puis tout ça, il aime bien ça, fait que... Mais ce programme-là, on disait qu'il avait été comme monté parce que, bon, comme on a l'ADEX, là, c'est assez impressionnant Comme aiguille? Non, c'est pas été fait pour ça. Il y avait eu des catastrophes, ça n'avait pas été bien donné. Non, ça n'a pas été fait pour limiter les accidents. Ou, genre, il y en a qu'il faut que l'eau avec la poudre, puis tout ça, mélanger, puis tout ça. Non, ça n'a pas été fait pour limiter. Ça a vraiment été fait juste un service à la clientèle pour aider les patients. Mais ils nous aident, les compagnies pharmaceutiques. Tu sais, ils sont fins des fois. Là. Fait que, oui. Mais il faut qu'ils achètent le médicament pour quand l'infirmière arrive à la maison, le service à domicile. Il y a un autre moyen aussi dans l'hormonothérapie qu'on va utiliser souvent avec le blocage androgénique total. Souvent, ça va être les bloqueurs des récepteurs androgéniques, les anti-androgènes. Le plus connu est le Casodex. Il y en a d'autres, là, mais une Ablex, c'est des noms qu'on n'utilise pas beaucoup. Mais il y a des stéroïdiens, non stéroïdiens, on peut les changer un petit peu. Mais j'avoue là, que, grosso modo, là, vous voyez le plus fréquemment là, le Casodex. Il est en générique, fait que je peux dire le mot. C'est dans les purs, exact. C'est dans les purs. C'est dans les anti-androgènes purs. Dans le sens stéroïdien. Le Casodex est non stéroïdien. On le donne souvent pour les bouffées de chaleur. On va le donner parce que c'est un des effets secondaires des agonistes de la LHRH. Donc, pour contrer, on peut donner du Mégas, on peut donner de l'Androcur à plus faible dose et tout, là, mais c'est pour essayer de diminuer les bouffées de chaleur. Par contre, donc, on va donner ça chez un patient qui est métastatique. Donc, patient métastatique, on découvre, admettons, métastatique, ou on peut le donner aussi en concomitant avec la radiothérapie pour des cancers localement avancés. Ça fait diminuer la masse, ça fait comme un debulking, si on peut dire. Ça fait diminuer la masse, puis ça les aide à pouvoir cibler la radiothérapie plus focalement et avoir moins d'effets secondaires. Donc, ils l'utilisent beaucoup en radiothérapie, l'hormonothérapie. L'hormonothérapie va souvent se faire de façon intermittente ou continue. Elle peut se faire avec seulement un agoniste de la LHRH, seulement un récepteur, des bloqueurs de récepteurs androgéniques. C'est très rare qu'on va faire ça.
C'est l'homme qui veut continuer une vie sexuelle active et qui nous supplie. Donc, on peut l'essayer ou on peut le faire avec les deux. Fait que, donc, on peut même à un moment donné arrêter le bloqueur, l'anti-androgène versus l'agoniste de la LHRH. Par contre, avec le temps, malheureusement, il se développe une résistance aux androgènes. Pourquoi? Parce que c'est comme si le corps se fermait un genre de... Le cancer, en fait, les cellules cancéreuses vont comme faire un clone indépendant aux androgènes. Tu sais, eux autres, ils n'ont plus besoin de se nourrir d'androgènes pour progresser. Et c'est là qu'on dit hormonorésistant, castration résistant. C'est là qu'on vient de perdre le patient. Mais on le perd, mais encore pour il peut faire ça pour plusieurs années. Mais parce que c'est un cancer de prostate, hein, ça prend du temps des fois. Des fois rapidement, mais des fois lent. Donc, c'est là qu'on n'a plus beaucoup d'options puis que ça devient un peu plus nébuleux. Mais juste pour dire, il y a quand même une partie qui reste dépendante aux androgènes. Donc, c'est pour ça qu'on continue les agonistes de la LHRH tout le temps. Parce qu'il y a quand même une certaine partie qu'on limite qui est dépendant aux androgènes. Puis, il y a le clone qui se développe et qui fait progresser au niveau métastatique. Donc, comment on voit ça? C'est justement, on a une maladie localisée, on va faire un traitement. Il va y avoir évolution récidive biochimique. Donc, il va avoir, au début, la récidive, c'est naïf aux hormones, donc elle va répondre au blocage, donc à l'hormonothérapie. Et là, il va avoir un certain répit encore pour quelques années, quelques au pluriel. Ça dépend toujours de l'agressivité du cancer. Et on va avoir les taux d'APS vont rebaisser à des niveaux indétectables. Et il va réapparaître une autre récidive biochimique. Celle-là, par contre, va être due au clone. Et donc, il va être indépendant aux androgènes. Là, c'est l'APS qui fait juste monter. Le patient n'est pas symptomatique. Il n'y a pas d'apparition de métastases osseuses à la ceinture osseuse. On n'a pas d'apparition de métastases et il va avoir apparition des métastases et plus ou moins symptômes. Et c'est là que la chimio rentre en ligne de compte quand on fait une progression clinique, quand c'est un cancer hormonorésistant, réfractaire et qui va être symptomatique. C'est un petit peu le continuum. Des fois, on les attrape, ils sont déjà métastatiques. Bien, justement, quand un patient, on le découvre métastatique, bien, on fait de l'hormonothérapie et tout disparaît et il peut être très bien pendant 2, 3, 4 ans. Hein? On connaît pas, ça va dépendre. L'APS va devenir souvent indétectable. Là encore, si jamais l'APS va descendre juste à 5, bien, on sait que là, c'est pas comme si c'était non détectable à 0. Fait que là, puis là, comme de fait, c'est lui qui va récidiver plus rapidement, tant des doublements d'APS plus courts, moins bon pronostic. D'accord? Donc, le temps, un patient métastatique sous hormonothérapie, le temps médian de progression est de 18 à 24 mois, donc un bon 2 ans qu'il ne se passe pas rien, puis que là, il peut avoir une apparition d'augmentation de l'APS. Puis, donc, il était métastatique, là. On a tout fait fondre, on a tout endormi. Moi, c'est ce que je dis aux patients. Quand on commence ça, je dis, on ne vous guérira jamais de votre cancer de prostate. On va juste l'endormir pendant un certain temps, puis il va peut-être se réveiller. Mais je ne sais pas quand. Puis, on va suivre ça. Et le temps médian de mortalité est de 30 à 36 mois. Donc, on s'attend à quelqu'un qui va décéder au bout de 3 ans à peu près. Est-ce que tu as commencé la radio aussitôt qu'il y a découverte de métastases? Est-ce que je commence la radiothérapie? La Rédia, pardon. Oui, j'y reviens, j'arrive. Au niveau du traitement osseux, c'est la suite. Ça s'en vient, vous allez voir. Dans les sites, justement, les sites fréquents en prostate, le problème, c'est que 90 à 95 de nos métastases sont dans les os. Alors, on va les traiter. Il y a les poumons, un petit peu moins, 5 à 10 Il y a des foies, c'est très rare. Hein? Métastases au foie, là, faut qu'il y ait un APS assez élevé, puis qu'il y en ait souvent un peu partout. Puis s'il y a juste ça, là, je vais biopsier parce que c'est très, très rare. Une seule métastase au foie, puis rien d'autre, avec un APS à 7, là.
Je dis tout le temps, ce n'est pas un cancer de prostate qui donne ça. Le tissu mou et ganglion, 25 %. Les fractures pathologiques sont associées à une augmentation du taux de mortalité de 30 % chez l'homme dans le cancer de prostate. Donc, on va traiter les patients pour leur ostéoporose qui va être plus élevé, risque plus élevé étant donné l'hormonothérapie. Donc, tous les patients qui sont sous hormonothérapie devraient recevoir ceci. Calcium, vitamine D, non, counseling, exercice, diète, calcium, vitamine D, et après ça, biphosphonate. L'idée, le biphosphonate, par contre, le seul prouvé en cancer de prostate est le Zometa. Il est couvert seulement lorsque le cancer est hormonoréfractaire. Donc, il n'est pas couvert avant. Moi, il n'y a pas d'autres études de faites sur d'autres biphosphonates. Mais, c'est comme quelqu'un qui est à l'ostéoporose. Donc, c'est des hommes beaucoup plus à risque de fracture. Donc, ces hommes-là devraient recevoir une autre sorte, palmidronate, peu importe. Moi, ce que je demande toujours aux médecins de famille, hein, de partir, moi, je parle calcium, vitamine D, puis de choisir celui qu'il veut pour choisir son biphosphonate et commencer. On peut faire une ostéodensitométrie de départ, puis voir avec le temps, avec l'évolution à toutes les années, voir s'il y a, malgré notre traitement, une résorption osseuse accélérée ou pas, ou si on se sait bien, mais on sait au départ qu'est-ce qu'on a. Il y a des gens qui ne le font pas au départ, mais qui le font seulement au bout d'un an ou deux. Il n'y a pas de ligne directrice très stricte à ce niveau-là, mais c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus utilisé et fait chez les urologues, en tout cas. Donc, ça répond à votre question? Donc, quand il est sous hormonothérapie, il devrait toujours recevoir calcium, vitamine D et une sorte de biphosphate. Puis là, je n'ai pas d'étude pour lequel est le meilleur, sauf le Zometa, qui est juste couvert en hormonorésistant. Donc, c'est souvent les matos qui veulent partir. Puis quand on est rendu en métastase osseuse, est-ce qu'il est couvert à ce moment-là, le Zometa? Oui. Parce qu'il est en... Bien, pas si tu fais... Parce que si tu découvres le cancer en métastase osseuse, puis tu commences en hormonothérapie, tout va disparaître. Donc, il n'est pas couvert. Il va être couvert seulement quand il va être hormonoréfractaire. Donc, métastase osseuse, mais hormonoréfractaire. Des syndromes douloureux. Bon, vous êtes meilleur que moi là-dessus, mais juste dire qu'il y a des douleurs osseuses. Je suis en train de m'enrouler autour du micro. Douleurs osseuses localisées, donc les antidouleurs, bon, toutes les sortes de médicaments, la radiothérapie localisée, puis des fois, hein, pas le choix, chirurgie de stabilisation à cause de métastase soit vertébrale ou du col du fémur. Les douleurs osseuses, mais diffuses, là, les biphosphonates sont bons, diminuent la douleur osseuse, donc on peut le partir avec la chimiothérapie, va enlever la douleur osseuse. La chimio, là, on en parle, mais c'est très bon pour la symptomatologie. Ils n'ont plus mal. Ils n'ont plus mal après. Puis c'est sûr qu'il y a des risques de compression médulaire avec des métastases, vertébrales et épidurales. Donc, si jamais il y a une compression, donc rechercher les signes neurologiques périphériques pour amener, si jamais on a un syndrome de compression, à avoir une corticodose, radiothérapie, etc. Ce que vous connaissez. La chimiothérapie en cancer de prostate n'est dans un but que palliatif. Ça ne guérit pas le cancer. Quoique là, mais présentement. Donc, c'est juste palliatif, c'est juste pour les hormonoréfractaires. Donc, justement, une fois que notre clone est rendu très fort, qui fait des symptômes, il y en a de deux types. Il y a le taxotere qui augmente la survie et il y a ce qu'on avait avant, le mitoxantrone prédnisone, qui est un peu plus facile comme chimio, quoique le taxotere n'est pas si difficile à avoir, là, mais qui a de moins bons résultats.
Ça nous donne 2,5 à 3 mois de survie de plus avec le Taxotere. Ce qu'on fait, c'est qu'on redonne la chimiothérapie, l'APS va baisser. Après ça, on peut arrêter la chimio, attendre, voir l'évolution de l'APS. Ça peut être stable pendant quelques mois. Là, ça réaugmente. On peut refaire un deuxième challenge de Taxotere. Donc, c'est utilisé. Ça ne fait que prolonger la vie de cétacé, le Taxotere, mais aussi diminue la progression, diminue la douleur, puis augmente la qualité de vie. Il y en a, par contre, qui sont très fatigués dans les effets. Pas beaucoup de myélosuppression, là, des grosses neutropénies fébriles, là, on ne voit pas beaucoup ça. Sauf que c'est surtout la fatigue des fois qui maganent un peu plus, puis qui sont plus, des personnes âgées, fait que, qui ne sont pas capables de passer au travers de ça, mais d'autres petits effets secondaires. C'est tout. C'est un cadeau, un wrap-up de 3 cancers, et donc un bon, 2 mauvais.